Je suis avec Madame Angèle Baoumoué, Madame Ilunga. Elle est journaliste. Oui, de formation. De formation, bien qu'elle n'exerce plus. Et avant de venir en Suisse, elle a été au Congo, elle a été au charbon, comme on dit. Voilà. Peut-on apprendre ce que vous avez vécu comme mésaventures au Congo? Ah oui, je suis là parce que j'ai un témoignage. En 2011, j'étais à Kinshasa et j'ai assisté à plusieurs manifestations qu'organisait l'opposition politique congolaise. Et je vis comment les femmes et les jeunes Congolais ont été maltraités quand ils étaient interpellés par la police et ce qui leur arrivait. En fait, je suis là pour parler aux femmes et aux jeunes Congolais parce qu'en 2011, j'étais à Kinshasa et j'ai assisté à plusieurs manifestations qu'organisait l'opposition politique congolaise. Et je vis ce qui arrivait aux femmes et aux jeunes lorsqu'ils étaient interpellés par la police. En tout cas, ils étaient maltraités. Après leur arrestation, il y en a qui disparaissaient comme ça. Il y en a qui mouraient, on prenait leur corps, on va jeter dans le fleuve Congo. Quand leurs familles viennent chercher le corps, et puis il y a le gouvernement du Congo qui suivait le corps jusqu'à la morgue pour prendre le corps. Ils disparaissaient le corps comme ça quand les gens viennent chercher leur corps, ils disent que non, il n'y avait pas de mort, tout ça. Donc les gens disparaissaient comme ça. Ben, ça, c'est une vraie catastrophe, d'autant plus que au Congo, lorsqu'on arrête une fille, on sait généralement comment ça finit. C'est un des endroits les plus dangereux pour les filles. Voilà. Et c'est un endroit où il est extrêmement dur d'être une fille. Et après avoir vécu tout cela, vous vous êtes retrouvé en Suisse, dans un pays où vous avez la sécurité, où vous avez le minimum vital. Et si on mettait dans un tableau ce que vous avez vécu au Congo et votre vie actuelle en Suisse, qu'est-ce que vous, concrètement, vous faites pour que ça s'arrête au Congo? Alors, c'est pourquoi je suis là pour lancer une invitation aux femmes et à la jeunesse congolaise de la diaspora suisse de venir assister à cette convention afin de parler du Congo. Donc la convention qui est organisée en Suisse au mois de décembre, ne pas seulement pour les autres, tout le monde est invité à venir assister pour parler du pays parce que notre pays va mal. Et les propos sont tenus par quelqu'un qui vient de vivre il n'y a pas longtemps ce que le pays vit. Et si vous lancez un tel appel, c'est quand même de lourdes responsabilités parce que, selon ce que je sous-entends, vous faites confiance à cette convention pour que les choses changent au Congo. Oui, j'ai vraiment confiance à cette convention, c'est pourquoi j'interpelle à tout le monde. Je lance vraiment une invitation à tout le monde de venir assister à cette convention. Tout le monde aura la parole pour parler du pays. Voilà, quand on dit tout le monde, c'est-à-dire jeunes, vieux, femmes, filles, intellectuels, pas intellectuels, employés, cadres, manœuvres... Tout le monde aura la parole afin que demain le Congo soit un état de droit, un pays où quand on arrête un jeune, il ne disparaît pas, un pays où quand on manifeste démocratiquement, on ne meurt pas, un pays où les filles peuvent vivre en sécurité, un pays où les filles et les femmes sont respectées. Donc c'est des lourdes responsabilités que vous prenez. Exactement. D'appeler beaucoup de gens à venir alors qu'ils viennent et j'espère que parce que c'est le 12 décembre. Oui, le 12 décembre. Le dernier jour, c'est le 14 décembre. Voilà. J'espère que le 25 décembre, le 1er janvier 2015, jusqu'en 2016, les choses seront différentes à partir de la Suisse, au cœur de l'Europe. Et ça va aller comme un électrochoc, comme une onde dans tous les pays du monde, afin que la diaspora puisse faire comme la diaspora suisse. Vous l'avez dit. Voilà. Merci Angèle Baoumoué. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Avec M. Tidjapa Dieudonné. Vous nous venez de l'Ukraine, vous êtes le président des Congolais de Kharkov. Kharkov, c'est une ville ukrainienne. Et vous y faites des études. Quelles études faites-vous en Ukraine? Je suis dans le domaine d'aviation. Je fais la construction d'aviation dans l'université aéronautique de Kharkov. Donc demain, si on veut construire des avions au Congo, on a quand même quelqu'un qui fait ce genre d'études. Bon, et là-bas, ils fabriquent des Tupolev. Bon, c'était une connaissance commune. Ils fabriquent des Tupolev, des MiG, des Boeing, tout ça. Ils montent aussi certains avions occidentaux. Donc, vous êtes en vacances en Suisse et vous avez vu comment les choses s'organisent ici. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ouais, vraiment,
Lorsque je suis arrivé en Suisse, je ne savais pas qu'il y avait une convention qui s'est préparée. En arrivant, on m'a parlé de la convention et puis on m'a donné les objectifs. Ça m'a vraiment intéressé vu que je suis étudiant, futur cadre de notre pays. Nous tous en tant qu'étudiants, lorsque nous venons en Europe ou soit en Amérique pour étudier, nous avons l'ambition d'étudier et de rentrer au pays. Mais today, nous ne pourrons pas venir ici étudier et rentrer au pays parce qu'il n'y a pas de boulot pour ça. Mais la convention, vraiment, c'est une bonne idée parce que dans l'objectif, on parle aussi de créer de nouvelles emplois, de bourses d'emploi pour les futurs étudiants. Alors, c'est vraiment une bonne idée. Ça m'a vraiment intéressé. Alors, si vous vous adressez aux Congolais de Kharkov en russe, parce que c'est ouvert à tout le monde, et aussi ils peuvent venir. Si vous vous adressez à eux en russe, quelle heure diriez-vous par rapport à cette convention? Parce que vous qui avez vu, pour vous, c'est un modèle, c'est un exemple. L'ukrainien ou le russe est devenu aussi leur langue. Dites-leur un mot, les gens vous suivront en Ukraine, en Russie, dans toutes les républiques de l'ex-URSS. Ils vous suivront s'ils veulent venir. Qu'est-ce que vous leur dites en russe comme message? Братья, сестры, сегодня нам нужно готово нашего будущей жизни. Наша все начинает сегодня, потому что мы студент, все души, если мы сейчас собираемся наша жизнь. Voilà. Moi, je n'ai presque rien compris parce que c'est une langue qui m'est étrangère, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est spasiba. Bonjour. Après avoir été les jours passés avec plusieurs personnes qui nous ont parlé de la Convention des Congolais des Suisses, nous retrouvons un panel sur le plateau du comité organisateur. Alors, ils vont nous donner quelques précisions parce que vous avez été quand même nombreux à réagir par rapport à tout ce qui a été dit dans le passé. Et dans vos réactions, vous vous posez souvent la question de savoir quels sont les thèmes qui seront abordés dans cette convention. Et ça tombe fort à propos. Il y a des gens qui peuvent vous répondre par rapport à ça. Notamment Madame Séverine Bouilly, Monsieur François Kamba et Monsieur Ferdinand Ilunga. Alors, quels sont concrètement les thèmes qui sont abordés lors de la convention? Nous avons Monsieur Kamba, oui. Nous avons voulu organiser autour de cette convention, donc en reprenant un schéma qui doit fédérer plusieurs matières. Donc autour de 5 points, 5 grandes conférences, si on veut. Donc une conférence introductive, ça la conférence d'ouverture, vendredi soir, qui sera suivie, évidemment, la conférence introductive qui introduit le sujet, et pour les traiter plus spécifiquement, 5 conférences, une conférence stratégique, une conférence politique, une conférence sociale, ainsi qu'une conférence culturelle. Alors, pour être concret et pratique, que chacun prenne au moins un thème qui nous explique en 2-3 mots. Quand vous dites conférence politique, par exemple, quel contenu donnez-vous au thème politique? Donc, à mon sens, ça serait une conférence où les questions à caractère politique pourraient être traitées, évidemment suivies de résolutions. Il faut déjà préciser que chacune de ces 5 grandes conférences sera suivie d'un atelier. Parce que dans une conférence, comme on ne dit pas tout, l'atelier a l'avantage d'approfondir un peu les sujets ou les thèmes annexes, de manière à sortir de là avec de bonnes résolutions. Avez-vous quelques sujets de prédilection pour la conférence politique? Mais notamment parler du sujet chaud chez nous actuellement, le débat sur l'intention du gouvernement annoncée de
procéder à une révision constitutionnelle. Par exemple, on sait que c'est fait dans le schéma de pérenniser le pouvoir en place. Le peuple n'y veut pas, l'opposition n'y veut pas. Nous nous rassemblerons aussi pour nous prononcer comme diaspora, évidemment dans le sens de tous ceux qui veulent un changement, de manière à ce que ce pouvoir ne se pérennise pas, par exemple. Alors, mais un autre sujet politique serait pour nous, membres de la diaspora, nous sommes évidemment privés de notre droit citoyen de voter, contrairement aux autres diasporas. Nous voulons nous battre pour avoir ce droit et l'exercer aux prochaines échéances électorales de 2016. Et les sujets sur la nationalité, c'est prévu ou pas? Évidemment, nous nous battrons aussi pour réfléchir ensemble à une certaine souplesse qu'on pourrait avoir sur cette question, de manière à ce que les membres de la diaspora qui vivent depuis longtemps ici, qui ont acquis de nationalité étrangère, ne puissent pas être privés de leur citoyenneté congolaise. Alors, la convention culturelle, par exemple, quelqu'un qui est intéressé par la culture, qu'est-ce qu'il pourra espérer entendre dans cette commission? Oui, bon, tout ce qui touche à la culture congolaise sera débattu, mais on ne pourra pas parler de tous les sujets. On cherchera ce que notre conférencier ou les conférenciers qui pourront axer leur conférence sur cet aspect nous ressortent la dimension de la culture congolaise de demain. Aujourd'hui, quand on parle de la culture congolaise, on voit directement la musique. Et on se demande quelle musique. Alors, il faut que la Convention, on ressorte tous les aspects de la culture congolaise qui sont oubliés. L'art, quand on parle de l'art du beau au Congo, c'est la sculpture. Et c'est tout ce qui va avec, c'est la peinture. Mais quand on parle de l'art au Congo, on voit directement la musique. Eh bien, à la Convention, il y aura une manière de réfléchir pour permettre l'émergence des autres aspects de la culture congolaise, en plus de trouver les voies et moyens pour que la musique congolaise demain, qui est, on ne peut pas en douter, la locomotive de la culture congolaise, soit consommable en famille. Parce qu'aujourd'hui, la culture congolaise qui est accaparée par la musique devient inconsommable au niveau des ménages. Et le Congo de demain, il pourra chanter, il pourra danser, mais de quelle manière? Et donc, on peut imaginer des conférences qui pourront ressortir les aspects de la culture congolaise, comment la culture congolaise peut véhiculer les valeurs et non les antivaleurs. Comment la culture congolaise peut porter la connaissance des Congolais. Les gens partent du Canada, des États-Unis pour visiter le Congo. Et les Congolais qui sont à quelques mètres des monuments, ils ne savent même pas que ça existe. Comment d'abord inventorier le patrimoine? C'est un travail gigantesque dont le chantier sera lancé à la Convention, mais qui pourra faire objet plus tard des études approfondies. Parce que n'oubliez pas que les commissions de la Convention sont des lieux de réflexion, des lieux où toutes ces questions seront approfondies. On pourra faire l'inventaire de tous ces aspects culturels, mais aussi qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre à la culture congolaise, en général, sa dignité et sa visibilité sur l'échelle internationale. Voilà. Mais il y a aussi un problème qui intéresse les gens par rapport à cet aspect, l'embargo sur les musiciens. Allez-vous en discuter? Ça va prendre fin, l'opportunité. Je ne dis pas que la diaspora suisse a le pouvoir de décider au nom de toute la diaspora. Mais au moins, allez-vous commencer à discuter de cela? Oui, mais moi, je suis d'accord avec la lecture de cet embargo. Parce que le Congo, Mobutu disait, le Congolais, le Zaïrois, c'est un peuple heureux. Parce que c'est un peuple qui chante et qui danse. Et le problème, c'est qu'il n'est pas interdit de danser, il n'est pas interdit de chanter. Mais qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on chante? Pendant qu'on chante et qu'on danse, le Congo se meurt.
les matières premières s'envolent, les matières grises vont dans tous les sens. Il y a la communauté de la diaspora congolaise à travers l'Europe qui a trouvé que l'aspect de nos compatriotes qui sont des artistes musiciens, pour ne parler que de ceux-là, parce que je ne pense pas que si un peintre vient exposer à Londres, on va le frapper. Si un artiste de la sculpture vient faire l'exposition de ses œuvres. Mais cet aspect qui ignore les souffrances, qui exploite même le malheur du peuple congolais, il y a une partie de nos compatriotes qui disent que ces gens-là, ils doivent d'abord s'arranger derrière le peuple qui souffre et qui pleure. Et dans ce sens-là, je crois que la Convention ne peut pas se substituer à d'autres diasporas pour dire les musiciens venez. La Convention prend acte de cette situation, mais invite les uns et les autres à se battre pour le bien des Congolais. Donc on ne pourra pas dire voilà, ok, nous en Suisse, venez chanter. Non, le Congo est malade. Tout le monde devra se mettre au chevet de ce grand malade qu'est le Congo. Étant donné que la musique distrait plus qu'elle n'éduque, au moins la musique congolaise dans sa phase actuelle, nous, on ne pourra pas lever ce que vous appelez l'embargo qui a une légitimité à sa manière. Voilà. Pour compléter la réponse du collègue, il faut revenir aux fondamentaux du problème. Ce qui a créé l'antagonisme entre les membres de la diaspora et les musiciens, au départ, c'est le fait que certains musiciens, instrumentalisés par le pouvoir, sont venus au contact de membres de la diaspora sous prétexte de faire de la musique et de leur donner un espace comme ça de convivialité, de divertissement, faire la propagande du même gouvernement, qui n'est pas accepté parce qu'il ne promet pas l'intérêt de notre peuple. Donc le problème de base est celui-là, il faudra en discuter. Les musiciens sont des Congolais, tout le monde est invité à la Convention, le bienvenu, pourvu qu'ils viennent de bonne foi avec de bonnes intentions. Oui, allez-y. Oui. Il y a des aspects sociaux. Je demande à Madame la Présidente, Madame Sévérine Bouy, de nous donner quelques pistes sur ce qui peut être dit ou qui sera dit dans la convention ou la conférence sociale. Alors, il y a déjà plusieurs choses qui vont être dites pour l'aspect social. Alors, comme mes deux collègues l'ont si bien dit, donc, il y aura un conférencier. Après, il y aura des ateliers pour ces... J'ai perdu le fil. 5, 4, 3, 2, 1. Attends un peu. Moteur. Alors voilà, sur l'aspect social, on a déjà quelqu'un qui s'est proposé pour tenir la conférence. Au fait, il va faire un petit peu ce qui se passe chez Western Union, donc créer, enfin, il va travailler sur ça, créer, pourquoi pas, des bureaux d'envoi d'argent, comme les Latinos le font, et comme les autres nations aussi. Donc ça, c'est un élément très important, on va y réfléchir. Le deuxième aspect, ça concerne cet aspect des gens qui sont venus ici il y a 50, 40, 30 ans, qui vieillissent. Comment on va faire? Est-ce qu'on va les placer dans les homes des vieillards? C'est frustrant d'apprendre que son parent est dans un home des vieillards, ce n'est pas du tout dans notre culture. Alors, ce que nous allons traiter sous cet aspect-là, ça serait que comment faire quand quelqu'un décide, un vieillard en tout cas, après sa retraite, décide de rentrer au Congo. Évidemment, s'il n'a rien, la situation va être compliquée avec la famille, avec le quotidien. Il ne pourra pas vivre convenablement. Mais par contre, si nous arrivons à faire un partenariat avec les Suisses, en sorte que quand quelqu'un rentre au pays, il puisse toucher sa rente sur place là-bas, ça va encourager beaucoup de personnes qui vont être à la retraite de partir au Congo et d'y passer leurs derniers jours, si je peux ainsi le dire.
Une autre chose, ça serait aussi pour nos jeunes qui viennent de terminer les études, qui ne savent pas où aller, comment s'y prendre. Ben, on pensera à créer en tout cas des bureaux d'emploi pour les aider dans ce sens-là. Alors, ceci dit, nous allons aller dans quelque chose de très pratique. Les gens arrivent à Fribourg. La conférence est prévue dans un amphi de combien de places à peu près? Ça commence à quelle heure? Ça se termine à quelle heure? Alors, à Charmey, on a deux grands emplacements, donc deux chalets, qui peuvent contenir 96 personnes. Les gens viennent à partir du samedi 12 au soir. C'est là que ça va commencer. Vendredi. Oui, merci. Vendredi 12. Okay. Vendredi 12, les gens sont accueillis. Il y aura quelqu'un sur place en début d'après-midi pour accueillir les gens. On les installe dans les chambres. Il y a des chambres à 1 place, il y a des chambres à 2 places. On les installe, il y a un grand parking, donc les gens peuvent venir avec leur voiture. Ceux qui n'auront pas de voiture, on va s'organiser de telle sorte qu'on puisse mettre à disposition un bus pour aller les chercher parce que c'est un petit peu un endroit reculé par rapport à la gare. Donc on va essayer d'organiser une navette qui va aller chercher les gens et les ramener. La conférence va débuter. Après, il y aura bien sûr, il y a une grande cuisine, donc les gens vont pouvoir manger. Oui, ça commence à quelle heure? La conférence, ça va commencer à 17h, si je ne me trompe pas. Et à 17h pour se terminer quand? À 17h, il y a à 22h. À 22h, ça c'est pour la journée du... La journée du vendredi. Et à la journée du samedi 13 maintenant? Pour les deux autres jours qui suivent, donc la journée du samedi, qui sera l'épine dorsale du travail, commencera tôt le matin. Nous la prévoyons à peu près entre 8h et 9h, quelque chose comme ça, pour se terminer le plus tard possible, 23h. Pourquoi cela? Parce que nous pensons que comme il y a beaucoup à faire, beaucoup à discuter, beaucoup de matière à traiter, le temps est toujours limité. Donc nous l'avons organisé sous forme de conférence et puis après, en début de soirée, les ateliers. C'est pour cela qu'elle sera longue de cette manière-là. La journée de samedi, plutôt de dimanche, qui est la dernière, nous pensons la meubler de cette manière-là. Le matin, faire les restitutions maintenant, les recommandations de tout ce qui aura été dit et traité. Et en début d'après-midi, donc prendre les résolutions et signer ou faire, voilà, nous mettre d'accord sur une déclaration, une décision ou évidemment voter pour une structure qui doit entrer en fonction pour évidemment l'opérationnalité de toutes les résolutions que nous aurons adoptées. Et pensez-vous qu'avec ces 3 jours, les 200 francs que vous avez demandé, c'est suffisant? Ou vous avez une boîte secrète, ou vous avez une caisse secrète? Parce qu'il y a quand même des suspicions que vous aurez reçu de l'argent quelque part. Alors non, on n'a rien reçu de qui que ce soit. Il n'y a personne qui nous a apporté de l'argent, qui nous a donné de l'argent. Évidemment, si quelqu'un veut nous faire un don, on est d'accord, on ne refuse pas, mais pas les gens qui ne sont pas dans la même philosophie que nous. Les gens qui autrement dit, par exemple, quelqu'un du pouvoir qui vous fait un don, vous n'acceptez pas. Mais quelqu'un de la société civile ou un opposant propre, un opposant sans polémique. Ça dépend de l'intention du donateur, comme on le dit. Donc si c'est quelqu'un qui fait un don pour que derrière le don, il prenne en otage les travaux de la Convention, c'est nul, de nul effet. Et puis il faut que nous, Congolais, on arrive à comprendre le pouvoir de l'argent. L'argent ne peut pas faire la dignité d'un homme. Nous avons vu à l'époque de Mobutu des gens qui avaient des villas, qui voyageaient à travers toute l'Europe, à travers l'Amérique, l'Asie. Mais aujourd'hui, c'est devenu des pauvres. Ce n'est pas pour se moquer de leur situation, mais c'est pour dire qu'on doit un peu éviter ces débats
de procès d'intention, non. Les 200 francs qui sont demandés, et avec la bonne volonté de ceux qui nous accueillent à Charmey, c'est suffisant pour que quelqu'un dorme dans des conditions acceptables. Ce n'est pas un 5 étoiles. Et puis, le matin, qu'il prenne un café ou un thé, et puis à midi, il a un petit morceau de pain, et que le soir, qu'il ne dorme pas le ventre vide. Donc, ça peut convenir, mais ce n'est pas exagéré, ce n'est pas en dessous de ce qui peut être demandé. Donc, voilà, ça fait l'affaire. Et l'argent sera géré en bon père de famille dans la transparence, pas de détournement. Non, il n'y a pas de détournement. La demoiselle qui s'occupe des finances, elle fait justement les sciences de gestion des entreprises. Et donc, pour elle, c'est un exercice. Donc, ça va être bien géré parce que ce n'est pas la présidente qui a la signature de sortir l'argent du compte seul. Et c'est quelque chose qui se fait toujours à 2 ou à 3. Et puis, il faut qu'on arrête de s'infantiliser avec les affaires d'argent. Toutes les personnes qui travaillent à cette convention le font de fois avec leurs moyens propres. Donc, il n'y a personne jusque-là qui est venu mettre de l'argent dans un compte ou dans une caisse quelque part que quelqu'un pourrait détourner. Alors, on ne voit pas comment ces pères et mères de famille qui vivent ici en Suisse depuis des années, qui travaillent, parce qu'il ne faut pas l'oublier, qui travaillent, qui paient des impôts, ils vont se ridiculiser pour détourner 1000 francs, 2000 francs. Ce n'est même pas le 1/10 de ce qu'ils gagnent. Donc il faut que les gens s'apaisent. La convention, ce n'est pas pour régler un quelconque héritage, ce n'est pas pour vendre le Congo, mais c'est pour parler des choses sérieuses. Alors il faut qu'on évite toutes ces questions qui nous tirent vers le bas. C'est ça notre malheur. Question d'argent qui va détourner. Avant même que la convention commence, on dit « Oh, mais est-ce qu'ils n'ont pas reçu l'argent ?» Mais non, il faut venir, il faut voir, parce que les comptes seront présentés à tout le monde. Qu'est-ce qui est entré, qu'est-ce qui a été reçu et comment cela a été dépensé. Parce que la convention, je l'ai dit, ce n'est qu'un point de départ. Ce n'est pas le tout. L'objectif, c'est de sortir de la convention avec des projets concrets. Mais si déjà au départ, on doit se dire « Ah non, mais peut-être que lui, il va bouffer l'argent, peut-être que lui, il va s'enrichir », c'est comme ça que le Congo est en train de se mourir, parce que nous nous attardons sur des questions qui sont peut-être nécessaires, mais qui ne doivent pas nous distraire, nous détourner de notre objectif principal. Oui, monsieur Kamba. En complément de tout ce qui vient d'être dit par les collègues, j'aimerais insister sur ce qui me semble un peu important. Nous avons fait le tour d'horizon de conférence, mais peut-être pas souligner l'importance de la conférence stratégique qui est au cœur même de l'événement, parce que c'est à ce niveau qu'il y aura une réflexion un peu plus pointue pour pouvoir nous organiser. Parce que si nous ne sommes pas organisés, ce que nous prévoyons faire, nous ne pourrions pas être en mesure de le faire. Donc ça me paraît important. La réussite de la conférence stratégique conditionne tout le reste, conditionne évidemment la réussite du travail au niveau de la conférence politique, économique, sociale, culturelle, etc. Pour dire un mot encore sur la conférence économique, parce qu'on n'y a pas touché, nous aimerions profiter de notre proximité ici, dans ce pays, qui est un pays économiquement très important, pour pouvoir en tirer le bénéfice pour notre pays. J'observe par exemple que l'économie congolaise, structurellement, souffre de beaucoup de défauts, notamment en matière bancaire. Et la Suisse est un pays bancaire, mais l'idée, c'est aussi de nous organiser pour tirer profit, justement, de la force de ce pays qui est la force bancaire, et pour pouvoir, évidemment, à l'instar de cela, voilà, s'en inspirer pour notre pays. Mais dans la conférence stratégique, il y a un débat au niveau de la diaspora. Il y a des personnes qui disent que si les combattants ont été à un certain moment efficaces, c'est parce que c'est une nébuleuse sans tête. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qu'on peut frapper, qu'on peut cibler. Ça fonctionne comme une nébuleuse, comme un fantôme. Mais en vous organisant, ne pensez-vous pas que vous devenez une cible qui peut être facilement attaquée et attaquable? Oui, mais bon, je ne pense pas que l'organisation soit en elle-même une mauvaise chose. Dire que les combattants sont des nébuleuses, ça peut être vrai dans une certaine mesure, mais au moins, il faut qu'il y ait quelqu'un pour aller dire à la préfecture du pays en question que nous avons marche,
il faut au moins quelqu'un qui puisse s'engager. S'il y a des débordements, il faut que quelqu'un fasse par exemple une vidéo, un article pour appeler à la marche des combattants par exemple. Donc il faut toujours qu'il y ait une organisation. Alors on ne sera pas attaquable parce qu'on s'est organisé, on sera attaquable parce qu'on est d'une nature attaquable. Donc ce n'est pas l'organisation qui nous fragilisera, par contre elle va nous donner beaucoup plus de structure dans les activités que nous allons organiser. Donc c'est important de s'organiser, ce n'est pas l'inverse. Voilà. Ouais, comme il y a une chaise qui vient de s'ajouter, j'invite le bishop Mathieu, comme on l'appelle, Mathieu Tuombo Wayowa. Chaque fois que je présente une émission à Nasport TV, j'ai un peu de mal à prononcer son nom, mais cette fois-ci, j'y arrive. Alors, ça me donne aussi l'occasion de continuer à soulever des griefs de certaines choses qu'on vous a reprochées par anticipation, au vu des émissions qu'on a fait il y a quelques jours. On a cité quelques griefs sur que vous serez soutenu par les gens de Kinshasa. Vous avez démontré que tel n'est pas le cas. On a voulu savoir si vous n'êtes pas manipulé par des politiciens. Vous avez dit que tel n'est pas le cas. Et là, il y a un autre grief, je vais en soulever deux. Un par rapport au passeur, heureusement qu'il y en a un sur le plateau, mais un autre, est-ce que ce n'est pas une organisation tribale? Une organisation vraiment made in Kabeyaka Mwanga, comme on dit. Bon, on ne peut pas parler d'une organisation tribale parce que nous allons vous passer notre organigramme pour ceux qui organisent la convention seulement. Parce qu'après la convention, il y aura une structure. Et vous verrez qu'il n'y a pas qu'une seule province. Notre trésorière est d'une province. Parce que le problème avec certains Congolais qui sont tribales, ils sont très pointus, ils regardent les choses. Hein. Quand je regarde les noms, je vois ici Mbouyi, j'avance, je vois Chiombo, je reviens, je vois Kamba, et j'avance, je vois Ilunga. Les caméramans n'ont rien à voir, mais Kalamba. Certaines personnes risquent de dire qu'ils ont fait vraiment quelque chose, soit made in Kabeyaka Mwanga ou made in IDPS. On peut vous le reprocher. Oui. Je pense qu'on ne peut pas nous faire ce reproche parce que la convention n'est pas faite. Elle est en marche. Nous sommes dans les préparatifs. On est ouvert. Tout le monde est appelé à y prendre sa part. Tout le monde. Le hasard a fait que les gens dont vous venez de parler viennent d'un certain coin, mais tout le monde de toutes les pas provinces... d'un certain coin, d'un coin du Congo. Là où ils viennent du Congo. C'est au Congo, ce n'est pas des étrangers. Hein. Il ne faut pas aussi qu'on prête les flancs à un certain discours tribaliste d'un certain coin. Ouais. Les Kasaï, c'est au Congo, c'est notre province et nous en sommes fiers. Tout à fait. Il faut vraiment que ce soit clair là-dessus. Tout à fait, Caroline. Mais tous les membres de la diaspora, de toutes les appartenances du Congo, de toutes les identités évidemment culturelles du Congo, sont invités à y prendre part. Nous faisons la tournée, nous essayons de mobiliser, que chacun se sente avec ce projet partie preneur. Ce projet n'est pas exclu aux gens d'autres régions du Congo, outre les Kasaïens. Ce projet est un projet de tout le monde. Tous les Congolais de toutes les origines sont invités à y participer. Oui, bien sûr. Et je vis même dans le... Moi, je pense qu'il faut dépasser, Kevin, à votre niveau, aussi au niveau des Congolais, il faut qu'on essaie de dépasser de tels raisonnements. Lorsque vous allez en France, vous trouverez qu'il peut y avoir dans un même gouvernement des gens qui viennent d'un même département ou d'une même région, il n'y aura pas de problème. Le discours tribal, claniste qui a été placé au Congo durant la période de ce qu'on a appelé la Deuxième République, la période de Mobutu, donc doit être dépassé. Aujourd'hui, le Congo est un et indivisible. Maintenant, ce qui est le plus important aujourd'hui, ce sont le potentiel qu'on peut tirer parmi tous les Congolais, d'où qu'ils viennent. Il ne faudrait pas que chaque fois qu'il faut organiser quelque chose, qu'il faut traiter d'une certaine situation, qu'on commence à planifier et à différencier les choses par rapport
tels sont des Bangala, tels sont des Baswahili, qui n'existent d'ailleurs pas, tels sont des Bandundu. Pour moi, je trouverais aucune difficulté si, par exemple, les gens qui sont dans une certaine organisation sont tous des Bandundu. Je ne trouverai aucune difficulté. Pourvu que l'organisation avance bien ceux qui dirigent. C'est ça le plus important. Je pense s'ils le font au nom du Congo, gloire à Dieu. Je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est en tout cas le Congo qui est comme notre fille, qui est aussi comme notre héritage, qui est comme le don que Dieu nous a fait. C'est ça, ce qui est prioritaire. Les gens qui composent les Congos sont importants dans leur globalité. Il faudrait qu'on essaie de dépasser ces discours, ces débats, même si nous savons qu'il y a des gens qui sont de bas esprits, qui malheureusement continuent chaque fois qu'il y a une certaine situation. Ah, ce sont les Bangala qui l'ont fait. Ah non, c'est Aliba. Ce sont les Baluba qui l'ont fait. Mais justement, en posant la question, ça vous permet justement de mettre le doigt là où ça fait mal. Voilà. Je pense que la question mérite d'être posée. Personnellement, je ne pense pas que ça fait mal. Ça fait partie du Congo et de l'histoire du Congo. Non, là où ça fait mal, chez les bas esprits, qui sachent qu'on les regarde, on les surveille et que ces raisonnements n'ont pas lieu d'être. Voilà, aujourd'hui, il faudrait que ça fait partie de l'histoire du Congo. Aujourd'hui, il faut que le Congolais ne s'identifie pas seulement en fonction de son appartenance tribale. Parce que nous voulons la nation. Si nous voulons une nation, eh bien, je pense même que ceux qui ont travaillé dans le passé ont fait leur part. C'est à nous à léguer à des générations futures une nation qui est construite, qui a beaucoup de tribus. Le Congo n'a pas que les quelques tribus qui sont influentes, que vous connaissez. Si on parle du Kassai, il y a plein de tribus. Vous parlez des Baluba. Et les Tétés, là, où sont-ils? Vous parlez des Baluba. Où sont les Kouba? Vous parlez des Baluba. Où sont les Bachilele? Où sont les Baketa? Il y en a tellement. Si vous allez aussi au Bandundu, où tout le monde n'est pas... On dit Bandundu de manière globale, mais c'est beaucoup aussi des tribus. Il y a une partie du Bandundu qui parle Lingala, il y a une autre partie qui parle du Congo. Vous n'arriverez pas à faire du Congo juste 4 ou 5 tribus qui ont été influentes dans l'histoire. Nous voulons aujourd'hui que tout Congolais, quels que soient les coins d'où il est issu, se sente que le Congo m'appartient. Voilà, et dans cette convention, vous êtes pasteur. Apparemment, on vous a contacté, on a contacté des pasteurs qui ont fourni leur pré-contribution à l'organisation de la convention. Vous êtes une corporation qui devait être la lampe qui éclaire les chemins, mais vous êtes aussi l'objet de beaucoup de critiques. Vous personnellement, vous êtes dans une église qu'on peut appeler église des réveils. Il y a eu un renouveau charismatique, il y a eu un réveil. À un certain moment, on vous appelle église du sommeil. Au Congo, vous avez prié pour que les gens aient leur visa. Certains ne l'ont pas eu. En Europe, vous priez pour qu'ils aient leur papier. Ils ne l'ont pas. Et on vous appelle à la convention. Quelle sera votre contribution en tant que pasteur? À part prier pour que ça marche, à part prier pour que les esprits se calment, mais quelle sera votre contribution en tant que pasteur? Et là, je m'adresse à un intellectuel parce que vous êtes aussi ingénieur. Vous n'êtes pas juste quelqu'un qui est tombé comme un cheveu dans la soupe dans la corporation. Moi, je vous remercie déjà de donner les idées sur ce qu'on peut nous apporter à cette convention, en tout cas à cette organisation. Vous avez parlé déjà de la prière, vous avez parlé pour que les esprits se calment. Je voudrais déjà démentir ce que vous avez dit. Je l'avais déjà démenti dans une autre émission que nous n'avons pas prié pour que les gens aient des visas et qu'ils ne l'ont pas eu. Et puis en plus, nous n'avons pas prié pour que les gens trouvent le papier qu'ils ne l'ont pas trouvé. Ça, il faut bien qu'on fasse une enquête plus approfondie. Revenez à l'émission que nous avons fait avec les pasteurs, c'est sur Nansport TV. Il a dit des choses intéressantes. C'est une occasion d'aller revoir l'émission. Ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est que je pense que le pasteur, et lorsque je parle aujourd'hui de pasteur, je ne vise pas que le pasteur d'abord des églises dites du réveil, mais je parle du pasteur en tant que ministre des cultes. Quelqu'un qui soit catholique, qui soit protestant, qui soit charismatique, pentecôtiste, et dans la tendance que nous appelons église du réveil. Le pasteur est un ministre des cultes. J'avais dit la dernière fois qu'il joue un rôle sociologique très important. Il faut peut-être essayer de lire Paul Ricoeur, qui parle des rôles sociologiques de l'Église. Et je pense que
dans tout ce qu'il y a aujourd'hui, les églises dites du réveil, que ce soit l'église catholique, que ce soit l'église protestante, ils font partie, et même l'église kimangiste, ils font partie de l'évolution de l'histoire congolaise, sociologiquement, politiquement et sur bien des plans. Il est important aussi que, étant un homme du peuple, vivant au milieu du peuple, gérant les situations psycho-spirituelles de la population, en tout cas, entre guillemets, tant bien que mal, selon vos reproches, il serait très important que le ministre du culte ait un apport par rapport à une certaine ligne de conduite. Il est directeur de conscience, je l'ai peut-être dit dans certaines émissions, bien dans certaines discussions. Un homme de Dieu est directeur de conscience, il dirige la conscience conformément à la parole de Dieu et au bon sens. Donc, la grande contribution aujourd'hui par rapport à cette organisation serait de donner l'apport éthique, de donner l'apport aussi spirituel, les conseils qui sont nécessaires, parce que vous savez que là où il y a une maladie grave qui se passe au milieu des Congolais, là où les Congolais s'assemblent, il faut faire attention qu'une division s'en suive. Elle peut être tribale, elle peut être je ne sais pas de quelles circonstances, eh bien, il y aura peut-être là un rôle à jouer pour nous, à préparer le terrain pour que l'enfant qui est en train de naître puisse grandir, puisse s'épanouir et puisse aussi évoluer. De l'autre côté, je pense aussi qu'en tant que ministre de culte, en tant que directeur de conscience, nous aurons un regard plus ou moins avisé pour que les choses ne puissent pas déborder dans les cadres qui leur sont donnés dès le départ. Je pense que j'ai suivi en tout cas cette organisation depuis le départ. Moi j'encourage tous les membres. J'ai discuté avec plusieurs et j'ai pris et j'encourage. Parce que généralement le Congolais ne veut pas s'organiser. Chaque fois qu'il y a organisation, nous entendons de questionnements de peur comme quoi attention on va vous cibler, mais il faut quand même qu'à un certain moment le Congolais s'unisse, s'organise dans un certain but, dans un certain objectif, et ça nous en avons besoin. Et un homme de Dieu, pasteur, a aussi comme rôle de travailler pour l'unité et l'évolution et l'épanouissement de cette organisation-là, sur le plan tant moral, spirituel, aussi qu'éthique. Il y a beaucoup de pasteurs en Suisse. Quel accueil les autres pasteurs ont donné à la chose lorsqu'ils ont appris qu'il y a une convention des Congolais de Suisse qui s'organise au mois de décembre? Parce que, bon, vous êtes là, vous êtes seuls, mais les autres, dans la corporation, que disent-ils? Vont-ils y participer? Parce qu'ils font partie de la diaspora. Je suis seul ici parce que vous m'avez invité dans l'émission. Oui, mais si et que vos bureaux aussi ne sont pas loin des studios. Voilà, si vous invitez les autres pasteurs, ils donneront aussi un point de vue. Je pense qu'un groupe de pasteurs, en tout cas des églises du Réveil, s'était déjà réunis, avait discuté avec l'organisation en encourageant, et il y en aurait beaucoup s'ils sont bien invités dans le temps, et préparés aussi qui seront présents. Et pas seulement les pasteurs des églises du Réveil, mais aussi il y a des pasteurs protestants qui participent aussi. Et de l'autre côté, il y a aussi des prêtres qui sont... Oui, même dans les comités de pilotage. Dans les comités, il y a quand même des prêtres. Donc, je pense que les hommes de Dieu ont pris aussi le courage de pouvoir accompagner tout ce qui se passe parmi les Congolais. Avant que se révèle en nous l'appel de Dieu, la première des choses, c'est que nous sommes nés sur une terre, nous sommes nés originaires d'un pays et d'une terre, et cela est aussi important pour nous. Vous qui avez des lunettes qui vous permettent de voir la société congolaise de Suisse telle qu'elle est, parce que vous êtes pasteur à l'église, vous recevez plusieurs personnes, vous voyez plusieurs personnes, vous connaissez leurs problèmes. Peut-on dire que cette fois-ci, enfin, les Congolais est mûr et qu'il peut construire dans du solide? La maturité doit toujours se construire. Même quand on est déjà mûr et mature, il est important toujours de se remettre en question par rapport à cette maturité-là. Moi, il me semble que beaucoup d'éléments se sont révélés dans notre société, dans la diaspora d'une manière générale, aussi particulièrement en Suisse, qui montrent que notre peuple est aussi assez mature. Et, malgré les efforts que nous devons encore faire,
on peut faire confiance aux Congolais par rapport à certains projets tels que celui de l'organisation de la diaspora congolaise en Suisse sur lesquels nous sommes en train de travailler. Et une question à la ronde, le fait que ça parte de la Suisse, quel effet ça vous fait? C'est de la fierté? Vous sentez-vous un peu comme une espèce de locomotive? Quel effet ça vous fait? Bon, en mon sens, je ne pense pas qu'on puisse avoir une quelconque considération propre en soi. Nous avons le sens du devoir, c'est tout. Nous répondons à un besoin fondamental en tant que Congolais. Quand la maison brûle, on ne peut pas s'arrêter puis continuer dans notre routine. Il faut qu'on s'organise. En nous organisant, nous ne nous considérons pas comme locomotive, comme quoi que ce soit. Nous répondons seulement à un devoir patriotique. Et ce devoir, comme le pasteur l'a dit, il touche tous les Congolais. Et je pourrais même ajouter en tant que théologien ce que le pasteur a dit. Si nous qui sommes chrétiens, croyants, nous lisons ce que la Bible appelle l'épisode de Césarée, Jésus a demandé à ses disciples qui voulaient renvoyer la foule parce qu'il faisait tard, de leur donner eux-mêmes à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Et donc le sens de cette convention, c'est de dire aussi aux Congolais qui croient qu'il est temps d'allier la prière et l'action. Une action réfléchie, parce que le Congo ne se construira pas que par la prière, mais aussi par une action. Et donc, pour revenir à votre question, nous répondons à ce sens du devoir, sans trop d'orgueil, sans trop de considération. Eh bien, que Dieu bénisse ce que nous faisons, mais que le Congolais aussi le considère comme quelque chose d'utile, car c'est dans l'unité qu'on pourra reconstruire le Congo de demain. Voilà. En complément de ce qui vient d'être dit, nous vivant ici en Suisse, nous sentons notre initiative comme nous la vivons comme une grande responsabilité. Ce n'est pas une fierté pour nous, mais une grande responsabilité. Comme nous l'avons dit dans d'autres occasions, la Suisse est le deuxième siège des Nations Unies. Donc, continuer à vivre de manière inorganisée n'est pas quelque chose de bien, ni pour nous, ni évidemment pour notre pays. Notre présence dans ce pays, notre proximité avec les organisations onusiennes nous place devant cette responsabilité-là de faire quelque chose pour nous organiser, pour aller de l'avant, en tant que, évidemment, communauté diasporique, mais aussi voir la solidarité à partir d'une structure que nous aurons mise en place, solidarité que nous pouvons évidemment engager avec le Congo. Nous allons demander à Madame la Présidente juste de faire un petit appel à tout le monde et de nous rappeler les adresses, les dates, avant qu'on se dise au revoir. Alors très bien, j'appelle tous les Congolais de la Suisse d'abord et de partout qu'ils viennent assister à la convention. Les jeunes, on a besoin de vous. Les étudiants, on a besoin de vous. Les dames, venez, on va participer à cette convention. Et les hommes aussi. La convention va se tenir en décembre prochain, du 12 au 14 décembre, à Charmey, dans le canton de Fribourg. Alors, nous avons un compte postal. Et en plus, nous avons des bulletins d'adhésion, nous avons un téléphone qui est les 0041 78 879. Tel que vous la voyez sur la bande passante. Voilà. Et après, on a un site internet, donc vous pouvez nous contacter. Et venez nombreux. Ce n'est pas une affaire de quelques Congolais qui sont sur le plateau, ce n'est pas une affaire d'une dizaine de personnes qui est dans le comité, ce n'est pas une affaire que des gens qui habitent la Suisse, mais ça nous concerne nous tous. C'est vraiment de notre responsabilité que nous devrons apporter, que chacun doit apporter la pierre à l'édifice. Construisons le Congo, reconstruisons le Congo. Les Congolais qui sont sur place ont besoin de nous. Vive le peuple congolais, vive le Congo, et je vous remercie. Voilà, sur le plateau, on a eu le pasteur ou
le bishop Mathieu Tchiongo, nous avons eu monsieur Ferdinand Ilonga, monsieur Kamba François et madame Séverine Mboui. C'était pour le compte de la Convention des Congolais de Suisse qui s'organise à Charmey, Fribourg, du 12 au 14 décembre 2014. Les informations peuvent être vues sur Nash4TV. À la rigueur, vous appelez Nash4TV, il pourra vous fournir beaucoup plus de renseignements. C'est lui qui a enregistré la plupart des émissions que vous regardez dans tous les sites, que ce soit en Suisse ou ailleurs. Merci à tous.